De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on partage chaque jour avec vous nos bons plans, toutes ces tendances qu'on va dénicher un peu partout et dont on vous fait profiter. Mais dans Bien fait pour vous, notre credo, c'est surtout de se faire du bien, de vous faire du bien. Et donc à midi tous les jours, c'est d'abord la gastronomie qu'on met en avant. Et aujourd'hui, c'est encore vous, Abdelalaoui, qui passez le tablier. On va faire des cookies, c'est bien ça ? On va faire des cookies, on va parler des dough, ce cookie cru qu'on appelle le doubt, et des cookies hyper fondants. Je vais tout dire sur le cookie. Oui. Ça promet. Moi, je les aime comme ça, un peu croustillants dehors et tout mou dedans. J'ai hâte de goûter les vôtres. Je les vois déjà. Ils ont l'air délicieux. Alors, ce sera ensuite à votre tour, Dr Oren Marco. On va parler des boules de bichat. C'est quoi ce truc-là ? On a cru que c'était un truc sexuel au départ avec Julia, mais non. Mais c'est des petites boules de graisse qu'on a dans les joues. J'en ai moi là. Vous en voyez ? Non. On en a tous. Ah, d'accord. Et il y a une petite tendance effectivement à les retirer. On va décrypter tout ça. Et puis, on va terminer cette séquence tendance avec notre coach sportif préféré, c'est Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous avez décidé de nous convertir tous à la course à pied, c'est bien ça ? On y va mollo quand même. Je vais vous convertir tous à la course à pied. Ça va être dur, je vous le dis. Mais j'en suis sûr. Je suis sûr que je vais y arriver. On a fait combien de pas ce matin, Mélanie ? 20 au moins. J'en fais 10 000 tous les jours, mais je cours pas, je marche. C'est pas pareil. Bon, merci Jean-Marc, ça sera à vous dans quelques minutes. Mais avant de chausser les baskets, on va passer en cuisine dans Bien fait pour vous. Europe 1, Bien fait pour vous. Les tendances. Alors on commence donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de ce magazine. Bon, Abdelalaoui, vous êtes venu avec du matériel comme d'habitude. Je vois déjà de loin quelques cookies qui me font de l'œil. Hier, il avait du chou. Aujourd'hui, il a voulu nous séduire encore plus. Oui, après le chou, on est obligé d'attaquer avec un truc un peu sexy quand même. Ouais, c'est ça, un peu sucré. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, je conseille aux parents d'éloigner les enfants de la radio. Ah bon ? Alors je vous laisse 2 secondes, le temps d'éloigner tout le monde. Ça y est, ils sont partis. Voilà. En fait, c'est vrai. Ils sont à l'école. Ouais, le problème avec le thème d'aujourd'hui, c'est que c'est une recette maudite. C'est trop bon. Les enfants, ils vont vous en demander tout le temps et vous allez devoir les préparer évidemment. On va parler évidemment cookies. Coquet. Non, je fais ça parce que ma mère, elle disait un truc très juste. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de sa mère. Le cookie, c'est comme la semoule, c'est comme le couscous. Quand t'as commencé une fois, tu t'arrêtes plus. Et elle avait raison. De quoi ? Alors, avant de parler cookie, est-ce que vous connaissez l'origine du cookie, l'histoire du cookie ? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je vous raconte l'histoire. Alors, en fait, c'est une simple tablette de chocolat qu'on connaît tous, la tablette Nestlé, qui a changé la vie d'un couple d'aubergistes, Ruth et Kenneth Wackerfield. À la fin des années 30, à Whitman dans le Massachusetts, c'est ça que c'est comme ça. On a compris. Ces deux Américains tiennent le Toll House Inn, un établissement aménagé dans un ex-relais de diligence connu pour son décor colonial et sa carte très classique. Alors petit couvert en argent, serveur beau gosse en smoking, dans le relais tout est clean et orchestré pour un service irréprochable. Et comme Ruth avait l'habitude de servir des sablés avec du chocolat en poudre, un jour elle n'en avait plus, du coup elle a pris cette fameuse tablette de chocolat Nestlé qu'elle a coupé comme ça en petits morceaux, en petits carrés, et elle a rajouté ça dans sa pâte, pensant que le chocolat allait fondre, mais en fait pas du tout, il est resté comme ça intact, carré, mais légèrement fondu quand même, et le cookie est né. Les gens venaient de partout pour goûter ce cookie au chocolat. Mais quelle belle histoire. Voilà. On dirait la naissance d'un enfant. C'est magnifique. C'est un truc que j'ai trouvé sur internet que je raconte tout simplement. Alors attendez, est-ce que vous êtes plutôt cookie croustillant, fondant ou cru ? Un mélange d'entre les deux premiers. Il faut qu'il soit croustillant dehors et un peu cru dedans, un peu moelleux, mais pas tout cru, parce que moi j'adore cru, moi. Cru, c'est bon. C'est bon. On a tous mis les doigts comme ça dans le saladier avec la pâte crue et on a goûté. Non, moi j'ai peur des œufs crus toujours. Enfin, c'est parce que je suis journaliste santé, alors je me méfie des risques. Alors justement, vous allez voir qu'aux États-Unis, alors c'est une tendance qui est née en 2019. De la pâte crue qu'on appelle le dough, prononcé le doubt, qui veut dire pâte en anglais. C'est un peu anglais en fait, Abdelalaoui, c'est ça. Speak very well. Ça s'entend. Alors on peut la mettre dans la glace, cette pâte crue, on peut la mettre dans un milkshake, sur une tarte. C'est délicieux. Il y a un truc à Paris qui s'appelle Cupkey. Cupkey et alors vous allez voir, ils mettent pas d'œufs parce qu'au départ on les faisait avec des œufs et forcément ça reste quand même assez dangereux parce que les œufs crus c'est pas très bon pour la santé. Donc c'est un peu la tendance porn food, ce dessert qui nécessite aucune cuisson, c'est là aussi l'avantage. Ça m'étonne de vous, Oren Marco. Pour une fois, il hoche la tête comme ça. Vous êtes pas porn food. J'avoue que j'adore quand même les cookies, la pâte crue. C'est délicieux. Hyper bon. Dans la glace là, on va pas donner la marque, mais c'est hyper bon. C'est bien. Et qui paraît-il ne fait pas grossir.
Alors ça envahit les réseaux. On va s'arrêter là. Alors ça envahit les réseaux sociaux. Tous les TikTokers s'y mettent. Ils préparent cette pâte crue, mais également les cartes des grands chefs américains. Des magasins spécialisés ont même ouvert leurs portes à New York, faisant de cette pâte crue la star de leur boutique. Et surtout, comme je disais au départ, on plonge nos mains dans cette pâte crue et c'est tellement bon. Alors je vous donne une petite recette on veut la recette. On veut la recette. Ça, on fait le cookie cru. La cookie crue. C'est dur à dire. Alors comment on fait pour faire ce cookie cru? Alors on met pas d'œufs, ok. Et on va mettre une farine alimentaire. Donc on va mettre 140 grammes de farine d'amande, 80 grammes de sirop d'érable, ça remplace le sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel, 50 grammes de pépites de chocolat, des petites noisettes comme ça grillées, torréfiées, des noix de pécan. Et du beurre, non, à un moment donné. Et un tout petit peu de beurre, 50 grammes à peu près de beurre. Ça va, j'en mets 150 grammes quand je fais des cookies. Quand on les cuit, un peu de pois chiche, un peu de farine de pois chiche. On mélange tout ça, on boule. On peut après les paner avec du coco râpé, des amandes un peu comme ça grillées, torréfiées. Et c'est assez ludique, c'est assez joli. Et pas de four. Pas de four. Et c'est pour ça qu'il y a moins de beurre alors. Il y a moins de beurre, il y a une farine alimentaire qu'on peut manger crue, comme ça, comme la farine d'amande. Aurène, il a tout noté, je note tout, j'ai toujours raté mes recettes. Et c'est vraiment facile à faire. C'est un ratable, ça, on peut pas rater ça. Non, mais vraiment un ratable. On choisit la taille qu'on veut. Impossible de rater ça. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de. Mais non, mais là, il n'y a pas de cuisson, donc c'est la cuisson que vous ratez, non, catastrophe. Mais oui, mais là, il n'y a pas besoin de cuire. Je fais une pizza de cookies, je sais pas. Après, on démoule comme ça avec des petits moules. Alors, il y a 2 adresses à Paris qui sont hyper bonnes. Il y a la Fabrique à Cookies. Ils ont 13 boutiques en France. Ah oui. C'est ça. C'est pas qu'à Paris. Il y en a pour la province aussi, toujours. Il ne faut pas les oublier. Et l'avantage de ce cookie, c'est qu'il est effectivement, Mélanie, un peu fondant au milieu, croustillant autour. Comme vous aimez. Ils ont au chocolat blanc, au chocolat noir, avec des noix de pécan, avec des noisettes. C'est hyper bon, hyper sexy. Quelque chose ou... Oui, ouais, bien ça sûr. arrive. Non, vous allez voir. On n'en peut plus. D'ailleurs, je peux faire c'est quoi là? Ça, c'est la Fabrique à Cookies. Vous allez voir. En plus, les boîtes, elles sont assez jolies. Pour savoir si je l'aime, je touche d'abord s'il a l'air un peu mou. Ah ouais, mais ils sont tous un peu mous. Et c'est quoi les autres là? Alors les autres, vous allez voir, ça s'appelle Cookie Diction. Oh là là, ça c'est une fille qui s'appelle Charlotte Zetoun. Elle s'est lancée un peu dans la conquête du cookie pendant le confinement et ça a tellement bien marché qu'elle a ouvert sa boutique. On peut aussi acheter. J'en prends 2 ou 3 et je vous les fais passer en ligne. Est-ce que vous avez des cookies crus à nous faire goûter? J'ai pas des cookies crus. Ouais, j'ai pas. Ceux-là, ils ont l'air très bons aussi. J'avais peur qu'ils prennent la température, qu'ils s'aplatissent comme ça, qu'ils s'affaissent. Mais j'ai ces. Il n'y a pas de chocolat blanc. Et je crois qu'il y a des livres aussi que vous voulez nous présenter. Là, regardez, il y en a au beurre de cacahuètes de chez Cookie Diction là. C'est une tuerie ça. Ça, c'est vraiment bon. C'est très très bon même. C'est quoi ces livres là? Alors 2 livres. Alors on connaît tous Michel et Augustin. Ah, on adore. On adore. Donc ils ont fait un petit livre qui s'appelle l'Express. Devenez l'expert du cookie. Avec plein de cookies dedans. En couverture, ils sont beaux. Ils ont des cookies salés, des petits cookies crus. D'ailleurs, une recette de cookies crus. Ils ont des cookies à la patate douce, au thym, au chocolat blanc. Enfin, voilà, plusieurs cookies. Pois chiche aussi, il y en a. Mais je crois que le pois chiche, en fait, ça va être le fil conducteur de toute l'année. Tenez, les garçons, si vous voulez faire des cookies chez vous. Et il y en a un deuxième, c'est Sarah Grossetti, qui pareil, a fait des cookies à croquer. C'est un peu la star des petits gâteaux, elle. Et ce qui est bien, ce livre, c'est elle-même qui a fait ses photos. Et c'est pareil, c'est toujours Adèle, bon. Mais vous revenez tous les jours. Parce que c'est tellement bon. Là, je viens d'avaler une petite bouchée. Celui-là de la boîte, c'est quoi déjà là, la boîte en fer? Mais c'est délicieux. Et vous savez, Diction, c'est un petit peu de sel. C'est ce fameux exhausteur de goût. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur cookies que j'ai jamais mangé. Moi, j'ai une petite astuce. Mettez un peu de poivre dans le cookie. Pareil, c'est un exhausteur de goût. Avant ou après le pois chiche? Dans la pâte. Allez, merci beaucoup. Comme disait ma mère. J'ai un peu de beurre de cacahuète dans la bouche, mais on va essayer. Merci Adèle pour ses explications, pour ses conseils. Et là, je Julia, mais elle me pique mon cookie. Non, mais sérieux, rendez-moi ça. Adèle, c'est bien, on va y arriver. Je pense que même Julia est capable de faire la recette de cookies crus. C'était pas compliqué. C'est à la portée de tous. Bon, cette séquence tendance revient très vite. Alors restez avec nous. De la beauté du sport à venir. Le docteur Aurène Marco va nous débarrasser en un coup de bistouri de nos boules de bichat. Et puis on va faire un peu de course à pied aussi avec le coach Jean-Marc Delorme. Pour vous, Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Nos 3 chroniqueurs n'ont pas fini, n'ont pas bougé dans ce studio. Ils sont toujours avec nous. Alors on a presque encore des cookies dans la bouche. On a presque fini tous les cookies autour de la table. Et maintenant on va s'intéresser à nos boules de bichat. Et pour cela, je me tourne vers vous, docteur Aurène Marco. Alors redites-nous tout sur ces boules de bichat. C'est quoi? Julia et Mélanie, vous avez déjà pris un selfie un peu comme ça en vous creusant les joues, en faisant un petit peu l'âme, ou tu fais ça bouche de canard un peu là. Un peu bouche de canard. On serre les joues. On serre un peu les joues. Savez-vous qu'il y a maintenant une intervention chirurgicale qui permet de devenir comme ça, mais de manière définitive. Ça me fait un peu peur, moi, j'avoue. Ça fait un peu peur. Les boules de bichat, en fait, sont des boules de graisse qui sont situées à l'intérieur des joues, qui sont physiologiques, qui ne servent pas à grand-chose
quand on est jeune. Elles sont en regard des incisives et des prémolaires. Et des fois, elles s'étendent même, c'est ce qui permet un peu d'avoir la base du visage, ça s'étend même jusqu'à la tempe, ça redescend un petit peu plus bas. Alors, mais on a tous des boules de bichat ? On a tous des boules de bichat. Les hommes aussi ? Les hommes aussi, mais elles sont d'une taille plus ou moins importante. D'accord. Elles ont été étudiées parce que anatomiquement, c'est vrai que lors des reconstructions du visage, lors de cancers, etc., on utilisait pas mal ce réserve graisseuse, ou en tout cas cette région anatomique des pour zones où il y en avait besoin. D'accord. Et on s'est aperçu effectivement, au fur et à mesure, enfin surtout en Colombie, parce que c'est les précurseurs de cette technique, qu'en retirant les boules de bichat, eh bien, et aussi les stomatologues et dentistes le faisaient aussi quand ils opéraient des dents, que ça creusait un petit peu les joues. Mais c'est vraiment visible, enfin ça creuse vraiment. Ça creuse vraiment. Les mauvaises idées, je trouve, les tendances qui dérivent un peu en esthétique, elles viennent souvent d'Amérique latine, j'ai l'impression. Elles peuvent venir d'un peu partout, mais effectivement, c'est vrai que ça commence souvent la dérive là-bas. Et ça affine vraiment le visage ? Ça affine vraiment le visage. Alors, quand on est complexé et qu'on a des joues vraiment trop grosses, que malgré le régime, la diète, et qu'on est fin et qu'on a quand même des joues qui sont imposantes, on peut se poser la question éventuellement, au moins d'aller consulter, faire une IRM, regarder la taille de vos boules et puis diminuer partiellement. Quand il y a un vrai complexe, et qu'un médecin confirme que c'est faisable et que c'est entendable surtout. Exactement. Parce que si c'est n'importe quoi. Maintenant, là, le problème qui se passe, c'est qu'il y a un effet de mode lié, je pense en tout cas, aux filtres, réseaux sociaux, aux selfies. Et cette tendance de vouloir absolument se creuser les joues comme si on était tous top modèle ou mannequin. C'est très joli, les joues un peu rebondies. Moi, je trouve. Regardez Abdel comme il est mignon. Ce qui est dingue, docteur, c'est qu'il y en a qui veulent se faire creuser les joues et puis il y en a d'autres qui vont vouloir mettre de l'acide hyaluronique pour avoir des grosses joues. Exactement. Alors, quel est le problème avec cette intervention ? C'est que c'est une intervention définitive. Et donc, quand vous retirez les boules de bichat, alors c'est peut-être très joli à 20-30 ans. L'incision, elle est à l'intérieur de la bouche. Il n'y a pas de cicatrice du tout. C'est une intervention qui est rapide, sous anesthésie locale en général, et qui vous avez le résultat en quelques jours. Donc, c'est quand même quelque chose de très simple. Et justement, c'est trop simple. Et c'est pas parce que c'est simple comme ça que ça ne demande pas réflexion, parce que c'est définitif. Il y a des stars qui l'ont fait, qu'on connaît. Il y a beaucoup. Il y a Bella Hadid, je crois. Par exemple. Elle est belle d'ailleurs. Qui effectivement a beaucoup changé la morphologie de son visage. Alors c'est plus la même, effectivement, on peut la trouver très belle. Elle était belle avant, moi je trouve aussi, donc il n'y avait pas besoin. Le problème c'est qu'on vieillit, non ? Le problème c'est qu'on vieillit, exactement. Et que en fait le support graisseux, vous savez, quand les gens viennent nous consulter, ils ont perdu du volume. Avec l'âge, on perd du volume. Et là, si vous, à 20, 25 ans, 30 ans, vous décidez vous-même de vous retirer de la graisse du visage... À 60 ans, vous avez une tête de squelette. Je dirais même à 45. On peut réinjecter. Donc en conclusion, Aurène Marco, vous n'êtes pas hyper pour cette tendance. On la décrypte parce que nous on s'intéresse à toutes les tendances. Mais vous n'êtes pas forte demande, mais je trouve que c'est quelque chose qui doit être vraiment réfléchi et fait avec parcimonie chez des praticiens qui retirent pas la totalité des boules de bichat. En tout cas, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Gardez vos boules de bichat. Vous en faites quoi des boules que vous retirez ? On peut pas les. Non. Julien, enchaînez. C'est bon, ça va pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurène. Alors, comme ça, les boules de bichat n'ont plus de secret pour nous. À présent, c'est la course à pied qui va ne plus avoir de secret pour nous dans quelques instants, grâce à vous, Aurène Marco, pas du tout Jean-Marc Delorme, parce qu'Aurène Marco, lui, il fait aussi du sport, il fait pas mal de courses à pied. Je crois que je vous vois sur les réseaux sociaux en train de courir, mais là, on va pas courir, on va marcher, c'est ça, Jean-Marc ? Ah non, on va courir. On va courir. La course à pied, il y a course dedans, effectivement. Il y a course, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La course à pied, c'est quand même le sport le plus ancien pratiqué par l'homme, d'accord ? Et si vous avez encore des doutes sur les bienfaits de cette discipline, je vous engage à regarder un petit documentaire qui est présent sur toutes les plateformes vidéo sympathiques, qui s'appelle « Sommes-nous faits pour courir ?» Et on verra que depuis toujours, l'homme court, c'est ce qui a permis à l'homme de pouvoir chasser. Depuis la nuit des temps, mais pourquoi ça explose particulièrement en ce moment, la course à pied ? Pourquoi ça explose ? Déjà, c'est assez facile à orchestrer. Ça coûte pas cher. On peut commencer pas cher en tout cas. D'accord. Donc textile, un short, un t-shirt, basket, et puis on est parti. Puis on peut faire ça à peu près partout. Et tout seul en plus, pas besoin de partenaire. Et tout seul. Et ça, c'est quand même pas mal. Oui. Quand on a envie d'un peu de solitude. Comment on commence la course à pied sans se blesser quand on est débutant comme moi ? Alors, on va commencer avec des chaussures adéquates. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, évidemment. Il faut qu'on soit déjà confortable dans ses chaussures. Il faut qu'il y ait un petit peu de semelle, quoi. Je veux dire, un amorti. Alors, quand on est grand débutant, moi, je courais avec des chaussures plates, des baskets de ville à une époque, c'est une catastrophe. Donc ça, il faut vraiment faire attention au matériel. Les vêtements, choisissez des vêtements sympas. Prenez pas les trucs tout pourris que vous avez au fond du placard pour faire du sport. Mettez-vous en valeur. Est-ce qu'on a le droit de... Il faut se faire beau. Parce que ça
c'est quand même vachement plus sympa de faire une pratique. Même si vous courez juste un tour, au moins on vous a remarqué. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pour passer le temps? Alors, ça peut être conseillé, si vous prenez un ami, de la musique, etc. Par contre, faites attention parce que maintenant... Un ami qui chante, de préférence. Par exemple. Alors, en revanche, la musique, il faut faire attention parce que ça peut fausser la foulée. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas... vous allez suivre plus ou moins les rythmes que vous allez écouter. Donc, du coup, vous risquez de vous épuiser au début. C'est pas forcément une bonne idée. Et en plus, sur les compétitions, maintenant, en route, c'est interdit. C'est du dopage. D'accord. C'est du dopage. C'est du dopage, carrément. N'importe quoi. Pas en trail, mais en course à pied sur route, c'est devenu du dopage. Alors, ça y est, on est décidé avec Mélanie, on veut courir. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Moi, je chante et Julie, elle court. Et à quel rythme? À quel rythme, surtout? Alors, déjà, il faut juste un petit point, c'est 600 kilocalories par footing par heure, donc c'est calories par heure, donc c'est quand même pas mal. En plus, c'est très addictif. Donc on a envie d'y retourner et c'est quand même chouette d'avoir une activité sur laquelle on a envie de retourner. D'ailleurs, on s'entretient au bout de combien de fois ça devient addictif? Parce que j'ai l'impression que je cours et ça vient pas. Quoi. Ouais, au bout de 2-3 mois, on commence vraiment à avoir envie de courir. C'est 2-3 mois. 2-3 mois quand même. Donc c'est voilà. 2-3 fois, ça suffit pas. Donc on commence. Au départ, il faut être évidemment progressif. C'est un sport d'impact. 2 fois par semaine, c'est pas mal. Au départ, on peut tout à fait commencer par faire un tiers de marche, 2 tiers de marche et puis un tiers de course à pied. Puis moi, j'ai toujours fait ça. De toute façon, voilà. Je cours, je pars à fond et puis après je finis les 3 quarts en marchant. C'est pas parce que vous tenez pas 20 minutes, une demi-heure que... L'important c'est de vous bouger honnêtement, même si vous marchez plus au final c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait de ces bras? Parce que moi, alors on utilise les bras avec le mouvement des jambes, parce qu'il y en a plein qui courent un petit peu les bras d'avant, donc ça va aider. On appelle ça le contralatéral. On engage le bras opposé à la jambe en action. D'accord. Et avec ces talons, il faut les monter jusqu'aux fesses? Non. Non, là vous avez été épuisé. Il faut être assez économique en course à pied. En revanche, alors 85% des gens courent. J'aimerais bien vous voir courir, Julien. Moi, je crois que je cours très mal. Avec les talons qui touchent les fesses à chaque foulée, ça doit être quelque chose. Avec un appel talon, en revanche, on va essayer le plus possible de courir au moins à plat. Pas comme les Kenyans sur l'avant-pied, mais au moins à plat pour éviter de taper trop sur le talon et qu'il y ait des répercussions sur les genoux et sur le bas du dos. Et donc, au bout de quelques mois, Julia, là, en talon-pied, talon-fesse, elle va pouvoir faire des courses, je veux dire. En talon-fesse, non, mais avec de la pratique. Et puis, au bout de combien de temps on peut imaginer faire sa première course? Alors, en fonction, sur un 10 km, on peut quelques mois, ça va assez vite. Et on recommande pour un marathon, vous savez qu'il y a eu le marathon qui a eu lieu là, dimanche dernier, c'est à peu près 18 mois si on n'a jamais couru, c'est ce qu'on dit. 18 mois de prépa et on peut faire un marathon. Et on fait un marathon, tout le monde peut faire un marathon, à peu près tout le monde. Vous savez que Jean-Marc Delorme, il entraîne des marathoniens, il entraîne des gens qui veulent faire leur premier marathon. Eh bien, je vous propose, on prend date et on fait le prochain marathon. Moi non. Non, moi non plus. Tout à fait, je vais entraîner au raid. Moi non, ça va. J'ai fait une course dans ma vie, c'était 6 km. Je suis arrivée au bout, déjà j'étais contente. Il y a des formats comme ça. Puis maintenant, allez-y, parce qu'il y a en plus des courses pour soutenir des bonnes causes. Là, on a Octobre Rose en ce moment. Donc faites des courses comme ça sert à tout le monde, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour la santé des autres. Donc allez-y, franchement. Et surtout, il y a des applis pour ça qui sont magiques. Ah oui, vous avez plein de choses. Vous avez des montres connectées, vous avez des toutes les applis. Genre le mec, donc ne vous en privez pas. Franchement, c'est un bon sport et c'est bon pour le dos, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est bon pour le dos de bouger, on commence à comprendre. Et si on doit courir, est-ce qu'on peut commencer sur un tapis? Il faut forcément aller dehors. Ouais, alors le tapis, je suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que il y a une espèce d'effet vers l'arrière et en fait, ça fait une petite torsion au niveau du bassin et on peut avoir des problèmes de pubalgie. Pour démarrer, il vaut mieux commencer dehors. Alors, même après le tapis, moi, je suis pas pour. Allez-y en milieu naturel, c'est chouette. On est à l'extérieur, on prend l'air. Même sous un peu de pluie, c'est pas gênant. Il y a des baisses, il y a plein de choses. On va pas fondre avec un peu de pluie. Moi, c'est le souffle parfois qui me manquait assez vite en fait en courant. Est-ce qu'il y a un moyen de bien respirer quand on court? Il faut y penser ou on n'y pense pas? On force? Alors, et généralement, il faut que ce soit en adéquation avec le mouvement. Si je suis essoufflé, c'est que je vais trop vite, c'est ça? Je ralentis dans ce cas? Bah, bien sûr. Oui, complètement. Après, c'est pas mal aussi de varier les allures. N'hésitez pas à commencer un petit quart d'heure quand vous êtes rodé déjà, et puis se dire, tiens, pendant une minute, je vais accélérer, et puis je reviens. D'accord, on peut changer comme ça. On change les allures, et puis les reliefs, faites des montées. Si vous êtes dans une ville où vous faites les marches, etc. Oui, n'hésitez là, on verra à la fin de la saison. Merci beaucoup, Jean-Marc Delorme. Merci
à tous les trois pour ces conseils culinaires, ce décryptage beauté également aujourd'hui. Allez, cette émission touche à sa fin. Vous qui nous écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. On sera de retour demain avec Julia Vignali et dès 11h bien sûr. Et Julia, demain, qu'est-ce qui sera au menu ? Eh bien, Mélanie, demain, on va s'intéresser aux adolescentes avec cette question, comment bien les accompagner à l'ère des réseaux sociaux, car ça peut peut-être être un vrai souci pour les parents avec, vous savez, toutes ces applis, le rapport au corps qui est décomplexé. Certaines le mettent en scène sans forcément mesurer les conséquences. En fait, nos jeunes filles sont des funambules sur un fil. Alors, comment les aider à trouver l'équilibre ? On vous donnera des pistes dès demain. Allez, demain, Julia, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances, de la santé. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Romain Desarbres avec Europe Midi.